Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. L'ambition du président Patrice Talon est de promouvoir une justice indépendante, efficace et moderne. Dès lors, il a confié les clés de la maison justice à un universitaire aux talents et compétences reconnus et avérés. 2 ans après, les fruits ont-ils porté la promesse des fleurs? La justice béninoise est-elle aujourd'hui plus aguerrie pour accompagner le gouvernement dans sa mission de redressement économique et de renforcement de la démocratie? Autant de questions que nous poserons ce soir au professeur Joseph Fifamé Diogbenou, garde des Sceaux et ministre de la Justice et de la Législation. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Et merci de venir sur notre plateau. C'est tout le plaisir pour moi. Mais en attendant, nous allons faire un tour à la régie pour essayer de passer en revue quelques actions à mettre à votre actif. 7 avril 2016, le premier gouvernement du président Patrice Talon confie les rênes du département de la justice à un nouveau ministre. Un large boulevard de réformes est ouvert au niveau du ministère. La lutte contre la corruption aura été l'un des chantiers sur lesquels la justice béninoise s'est le plus illustrée. Le gouvernement œuvre, agit. Partant de marées fortes, de torrents, à contre-vent, à contre-courant, en recevant, ne recevant que des échos de suppliques, de plaintes, de complaintes. Loin d'être une chasse aux sorcières, la lutte contre l'impunité a permis de déterrer beaucoup de dossiers de malgouvernance. Lumière a été faite sur la gestion ténébreuse des sociétés étatiques telles que la SONEB, Société nationale des eaux du Bénin, et le CNCB, Conseil national des chargeurs du Bénin. Une poursuite judiciaire a été engagée contre les auteurs. Idem à la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale, à l'ONASA, Office national d'appui à la sécurité alimentaire, et à la CAIA, Centrale d'achat des intrants agricoles. Le Conseil des ministres, en sa séance du 6 septembre 2017, a décidé de la saisine du parquet de Cotonou au fait d'engager des poursuites à l'encontre des personnes ayant commis des malversations dans la gestion de la Centrale d'achat des intrants agricoles, CAIA. L'irruption judiciaire dans le secteur de la santé aura permis de déboulonner les barons du commerce illicite de faux médicaments et d'incarcérer les responsables les plus insoupçonnables et les plus insoupçonnés de ce commerce au niveau de la chaîne pharmaceutique de l'administration sanitaire publique. Pour une justice respectable, l'exécutif a mis sur pied des commissions de relecture des statuts des magistrats, des greffiers et des officiers de justice. J'appelle, Monsieur le Président, Messieurs les membres de la Commission, votre attention sur les réponses au plan disciplinaire à apporter. Une autre réforme chère au gouvernement du président Patrice Talon, c'est celle du système partisan avec ses avantages. Reconfiguration positive de la classe politique, existence de solides blocs politiques et financement des partis par l'État, pour ne citer que ceux-là. De ce côté, l'espoir est toujours permis. Toujours en avant-garde, la maison justice a également joué un rôle majeur en ce qui concerne l'opérationnalisation du RAVIP, recensement administratif à vocation d'identification de la population. Chaque citoyen a l'obligation d'être connu de son État, a le droit d'être connu de son État. De cette connaissance et des informations que l'État aurait recueillies dépendent le fait de la part de l'État, premièrement, de rendre les services les plus éminents, les plus importants à ce citoyen, et deuxièmement, d'assurer sa sécurité. Le bilan des 2 ans au niveau du secteur judiciaire ne pourrait se faire sans évoquer le recrutement d'un nombre important d'auditeurs de justice et la commutation des peines de mort en peine de réclusion criminelle à perpétuité. Sans oublier l'amélioration des conditions de vie carcérales. Nous avons dans cette réforme-là engagé une nouvelle méthode de gestion des maisons d'arrêt, des centres de détention, de mieux assurer l'entretien des personnes détenues en vue, bien entendu, d'élever la qualité de vie et les conditions de séjour dans les milieux carcéraux. Récemment, une guerre sans merci a été déclarée contre les cybercriminels et les auteurs de crimes rituels. Chaque personne vivant sur ce territoire doit être protégée. C'est la raison pour laquelle, fondamentalement, des mesures sont prises pour que de manière concertée,
les services de l'État se mettent en action. Il faut rassurer nos compatriotes et des personnes qui nous aiment tellement qu'elles ont décidé de séjourner dans notre pays, de vivre dans notre pays, que les dignitaires de nos cultes joueront leur partition. Mais tout n'a pas été rose. L'exécutif a dû faire aussi avec les mouvements de grève et le rejet du projet de révision de la Constitution par les députés. Monsieur le ministre, avec un peu plus de recul, 2 ans après, est-ce que vous gardez le même enthousiasme qu'au début? Monsieur le journaliste, vous savez que avec Nelson Mandela, nous avons tous compris qu'il n'y a pas d'échec dans la vie. Soit on gagne, soit on apprend. Il faut toujours considérer que derrière un mal, il y a peut-être, et avec le recul, je dirais surtout un bien. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Et je mesure, avec le parcours effectué, l'importance des réformes que le président de la République a souhaité, a décidé d'engager, en dépit, à 3 voix près, des résultats de la consultation du Parlement sur le projet de révision de la Constitution. Il n'y a pas à y noter une peine. Il y a à puiser, et le président de la République le fait constamment, de cette expérience, les ressources nécessaires pour aller plus loin. Et certainement, à l'occasion de cet échange, nous allons rappeler et souligner à nos compatriotes qu'il y a plusieurs portes, il y a plusieurs chemins pour atteindre des résultats lorsque ces résultats sont importants pour une communauté telle que la nôtre. Alors, Monsieur le ministre, le président est perçu, président de la République, j'entends, est perçu par la population comme un grand réformateur. Et d'emblée, il vous a identifié pour faire les réformes nécessaires au niveau de la justice. On a le sentiment que ces réformes dérangent au niveau même de la maison justice. Premièrement, ce n'est pas un homme qui fait les réformes. Les réformes sont pensées, conduites par l'ensemble des membres du gouvernement, sous la direction du président de la République, chef du gouvernement. Ensuite, la démarche, elle est plus que participative, puisque vous savez bien que le président de la République est soutenu à l'Assemblée nationale par une majorité parlementaire, qui est associée au questionnement, qui est associée aux réponses et qui est associée à la manière de procéder pour atteindre les résultats. Mais deuxièmement surtout, en réponse à votre question, il ne peut en être autrement. L'être humain par nature, il est conservateur. L'enfant, je donne souvent cette image, l'enfant qui naît crie. Pourquoi? Parce que certainement il aurait préféré rester dans le ventre de sa mère. C'est à force de lui faire goûter du sel, du sucre, etc., qu'il oublie et qu'il considère que la vie est meilleure. Nous sommes tous ainsi faits. Et la vocation du politique, c'est d'identifier ce qui est plus important, que le citoyen lui-même n'aperçoit pas, ne perçoit pas, et de s'engager à faire en sorte, pour le bonheur du citoyen, à faire en sorte que ce qui est plus important à lui soit profitable. Un politique déterminé, engagé, ne peut, alors ce serait une faute grave, se contenter de satisfaire le conservatisme des citoyens. Et le président de la République a décidé de ne pas se contenter de satisfaire les réponses, les demandes dans le sens des besoins que le citoyen exprime, que certains expriment,
dans le sens de leur habitude, conformément à leurs habitudes. Le président de la République, lorsqu'il a décidé d'être candidat, il a fait le diagnostic de notre société. Il considère que la fortune des peuples, ce n'est pas la richesse matérielle. Ce ne sont pas les ressources du sol et du sous-sol que nous avons très peu. La fortune des peuples, c'est l'organisation. La fortune des peuples, c'est le respect de la règle. La fortune des peuples, c'est le fait de savoir chacun ce qu'il doit faire et ce à quoi il peut, ce qu'il peut espérer. La fortune des peuples, c'est leur ouverture à accueillir d'autres, à faire en sorte que lorsque Dieu pose son regard sur ce territoire qu'il a créé, qu'il ait envie de ne plus se détacher de ce territoire parce qu'il est beau, parce qu'il est bien construit, parce qu'il est bien rangé et parce que les personnes qui y vivent se respectent. Et ça, c'est le président de la République a considéré que il est possible, sans avoir des ressources du sous-sol, sans avoir des ressources du sol, mais il est possible de procéder par une organisation respectable qui fasse en sorte qu'on nous fasse confiance, qui nous permette de nous organiser et qui constitue notre fortune. Et c'est ça le sens des réformes. D'accord. Les réformes, simplement, en termes beaucoup plus simples, c'est le fait, votre studio ici, il est bien rangé. Nous sommes bien assis, chacun à sa place. Et chacun regardant les appareils destinés à lui. Mais si c'était autrement fait, d'une part, les populations ne vont pas bien nous regarder, sinon ils vont se détacher de votre émission parce que nous ne serions pas bien mis. Ce que Patrice Talon souhaite, c'est que nous soyons bien mis, chacun à sa place. Le territoire bien rangé, bien organisé, bien administré. Et c'est pour cela que le pilier numéro 1 de son programme d'action, le Bénin révéré, c'est bien la justice. C'est de dire, non, pas la justice, c'est de dire il faut consolider la démocratie, consolider l'état de droit, consolider la bonne gouvernance. En deux axes majeurs, le renforcement de l'état de droit et de la démocratie et le renforcement de la bonne gouvernance. C'est le fond, c'est la fondation. Mais tout cela ne peut pas se faire sans une justice indépendante. Bien sûr, et avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de modestie, mais avec beaucoup de passion. C'est ce que, avec le président de la République et les membres du gouvernement, c'est ce que nous faisons depuis 2 ans. Alors, Monsieur le ministre, lorsqu'on aborde le secteur qui est le vôtre, on sait que vous aviez hérité d'une administration désorganisée et vous avez tenté donc de remettre de l'ordre. On sait que vous vous êtes, par exemple, attaqué à l'administration judiciaire, opéré des changements. Quel était votre principal motif? D'abord, vous avez bien fait de rappeler quelques éléments de l'état de la justice. Ouais. Au 6 avril 2016. Quel est cet état? Nous avons formellement 3 cours d'appel, mais nous n'en avions plus. Peut-être bien qu'une seule, la cour d'appel de Cotonou. Pourquoi? Au moment où nous venions, il n'y a que 2 magistrats à la cour d'appel de Parakou. Il n'y avait que 2 magistrats à la cour d'appel d'Aboumé. Les assises ne se tenaient pas. Les audiences ordinaires, pour les tenir, il fallait que les présidents de cette juridiction, en tout cas les magistrats, il y avait même peut-être pratiquement plus de présidents, de procureurs généraux, devraient solliciter des magistrats des tribunaux d'instance pour les renforcer. Donc, nous n'avions même plus alors le principe du double degré de juridiction, de facto. Et deuxièmement, quand nous arrivions, nous avions à peu près 150 magistrats sur toute l'étendue du territoire national, c'est-à-dire des tribunaux de première instance, de deuxième classe, jusqu'à la Cour suprême. Nous avions très peu de greffiers, très peu d'officiers de justice. Les tribunaux, dans leur fonctionnement, les juridictions, étaient dans un état de délabrement excessif. Alors on ne peut pas rendre justice avec ça. Et on voit pourquoi avec les affaires que nous découvrons, sur lesquelles peut-être on va revenir. Absolument. Ce n'est pas une génération spontanée, c'est l'absence d'État parce que absence de justice.
c'est parce que la justice avait été dépouillée depuis longtemps. Parce qu'on ne s'est pas posé la question de savoir de quelle manière et avec quels moyens on fera en sorte que, évidemment, nous ayons, nous citoyens, la crainte de la justice. Ce que l'on recherche dans une société, c'est cette crainte de la justice. On ne peut pas avoir cette crainte de la justice lorsqu'une cour d'appel ne fonctionne pas, lorsque les juges ne sont pas en nombre suffisant. Et très tôt, qu'a fait le président de la République? Il a sollicité, il a instruit son ministre de la Justice à l'effet de lui faire un programme spécial de renforcement des capacités de la justice, en lien avec le programme d'action du gouvernement. Le résultat de ce renforcement, premièrement, c'est le renforcement institutionnel. Vous avez noté qu'un décret a été pris pour conférer des avantages importants aux membres des cours d'appel. Pourquoi il n'y avait pas de magistrats qui auraient pu accepter d'aller dans les cours d'appel? Parce qu'il n'y a pas d'avantage. On est mieux en tant que président du tribunal de première instance, même de deuxième classe, qu'en tant que conseiller à la cour d'appel. Le président de la République a réglé ça. C'est pour cela que les propositions de nomination qui ont suivi ont permis donc d'obtenir l'avis favorable de beaucoup de magistrats. Ces propositions de nomination qui ont fait que la cour d'appel de Parakou est devenue fonctionnelle, la cour d'appel d'Abomey est devenue fonctionnelle, la cour d'appel de Cotonou est renforcée, et qui ont commencé donc par prendre leurs audiences. Nous avons les sessions d'assises régulièrement, etc. Ça, c'est la première chose. Avec les moyens matériels qui ont accompagné, ils ne sont sans doute pas suffisants, mais nous avons démarré la dotation de manière importante des juridictions en moyens matériels. Vous avez observé à l'occasion de la tournée que j'ai effectuée sur les instructions du président de la République dans toutes les juridictions, que vous avez dû observer que ces juridictions, en tant que structure, étaient dans un état regrettable. Et donc, les réponses ont été apportées par le président de la République. Et troisièmement, le renforcement personnel. On ne peut pas faire ce diagnostic et ne pas agir. On ne peut pas dire qu'il n'y a que 150 ou bien un peu plus et considérer que cela aurait suffi pour faire en sorte de reprendre le fonctionnement de l'ensemble de nos juridictions. Le président de la République a décidé d'engager le recrutement de magistrats. Et pour la première année, pour la première phase, ce qui ne s'est jamais passé dans ce pays, il a décidé de recruter 80 auditeurs de justice. Les résultats ont fait que nous avons obtenu, au titre de ces résultats, 78, et pour des raisons spécifiques que je ne souhaite pas exposer ici, 77 rentrent à l'école de formation pour devenir magistrat. Pareil pour les greffiers. Pareil. Le président de la République a décidé de faire en sorte que nous puissions en recruter suffisamment. 100 greffiers ont été recrutés. Pareil pour les officiers de justice. Donc, renforcement en ressources humaines du personnel judiciaire. Et puis, la réponse aussi est au niveau des statuts. Il est possible de dire aux juges, mais travaillez, 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 et surtout soyez au-dessus de tout le monde. Vous qui, lorsque vous vous prononcez, si vous faites applaudir un camp, vous faites pleurer un autre. Une responsabilité énorme. Il faut dire ici que les juges ont une mission redoutable, difficile. Moi qui suis un enseignant, quand je parle dans un amphi, tout le monde, dans les familles, tout le monde, chacun est heureux parce que les enfants réussissent. J'ai très peu d'occasions à faire du mal. Quand l'avocat plaide, il a très peu d'occasions à faire du mal parce qu'il est partisan, parce qu'il plaide pour... Mais quand le juge prononce une décision, il fait mal. S'il prononce une décision que l'une des parties n'a pas mal, c'est qu'il n'a pas fait bien son travail. Alors il faut un statut digne de ce nom. Quoi, pour mieux le contenir ou bien qui lui permet de dépasser les risques inhérents à cette activité qui consiste à rendre la justice. Et dont on dit, vous voyez le langage ordinaire, trancher. Il tranche, lui, il a comme une sorte de coupe-coupe, de scie. Oui, monsieur le ministre, vous pensez que le juge en a plus qu'il en faut en termes de pouvoir? C'est pour vous dire que le président de la République a pris conscience de la délicatesse de cette mission, de l'importance
à accorder à ce métier qui est de juger. Et de ce point de vue, il fait en sorte que le gouvernement s'active pour améliorer le statut des magistrats. Et c'est pour cela que vous aurez observé que la procédure a été engagée et que l'Assemblée nationale a adopté le nouveau statut. Qui attend d'être promulgué. Qui attend d'être promulgué. Mais là-dessus, et donc, les magistrats ont quand même mis des réserves, monsieur le ministre. Je finirai, je reviendrai sur les réserves. Ce n'est pas seulement à l'égard des magistrats, c'est à l'égard des greffiers aussi. C'est à l'égard des officiers de justice. Et bien entendu, généralement, à l'égard de tout le personnel. D'ailleurs, je puis vous dire que le comité que nous avons mis en place en ce qui concerne la revue du statut des greffiers et de celui des officiers de justice, cette commission a déjà déposé son accord. Vous parlez de réserve. Oui, parce que vous semblez décrire un environnement paradisiaque pour les magistrats, les juges, mais bizarrement, ils ne sont pas d'avis, ils ne partagent pas votre point de vue, monsieur le ministre. Vous avez les outils de sondage et vous allez faire vérifier cela, poser la question aux magistrats s'ils ne veulent pas l'amélioration de leur statut, ou si, évidemment, le statut qui a été adopté par l'Assemblée nationale ne répond pas à leurs préoccupations. Vous n'aurez pas des magistrats qui auraient contesté cela. Et je pense bien que les magistrats attendent la promulgation de cette loi. Évidemment, s'il y a des résistances, il y a des résistances pour d'autres raisons, plutôt pour d'autres causes. Lesquelles je ne saurais le dire puisque c'est vous qui en parlez. Et donc, il y a renforcement de la justice à travers le personnel judiciaire, à travers l'administration judiciaire, à travers l'équipement des juridictions et depuis 2 ans, cette politique, je veux dire, audacieuse à l'égard de la justice a commencé par produire ses fruits. Je n'oublierai pas, et si je n'insiste pas là-dessus, ce serait un peu manquer de compléter ce que le président de la République a effectué comme effort important. C'est-à-dire, par exemple, avant que nous arrivions au pouvoir, la loi a créé les juridictions administratives dans les tribunaux de première instance. Personne n'a osé. Comme personne n'a osé mettre en place les chefs-lieux des préfectures. Personne n'a osé le faire. Quand on est à Parakou, quand on est à Kandi, quand on est, je veux dire, à Natitengu, quand on est à Bomé, etc., lorsqu'on a un contentieux administratif avec l'État, il faut aller à la Cour suprême. Cour suprême engorgée, excessivement engorgée, alors que le législateur avait prévu qu'une chambre administrative soit ouverte au niveau des tribunaux de première instance et au niveau des cours d'appel. Le président de la République a décidé de rendre fonctionnelles ces chambres administratives au niveau des tribunaux de première instance et au niveau des cours d'appel. Nous avons mis en application ces instructions conformément à la loi. Et pareillement, avec l'adoption de la loi portant modification de l'organisation judiciaire et création des juridictions de commerce, le président de la République a décidé, à titre expérimental et conformément aux dispositions de la loi, d'installer le tribunal de commerce de Cotonou, qui est tout à fait fonctionnel. Et donc, en forme de synthèse, ce sont quelques éléments de l'exécution du vaste programme que le président de la République a fixé. Il y a aussi des réformes au niveau de l'administration pénitentiaire. Il y a aujourd'hui une agence qui est créée pour changer un peu la vie des détenus, améliorer leurs conditions de vie, monsieur le ministre. De ce point de vue, vous savez, le diagnostic est aussi effarant. Lorsque nous étions arrivés, la population carcérale excessivement élevée. La population carcérale. Nous avons 4 détenus occupent la place d'un détenu. 4 détenus. La place dans nos lieux carcéraux, dans nos maisons d'arrêt, 4 détenus pour une place. De ce point de vue, le président de la République a dit, mais avec cette population carcérale, avec les conditions d'entretien difficiles, nous sommes venus trouver plus de 2 milliards de dettes d'entretien, dettes d'aliments que les détenus mangent. De sorte que l'État n'arrivant plus à payer ses dettes,
les détenus sont entretenus, on va dire, non pas parce que les différentes structures, les différentes entreprises obtiennent un financement particulier. Ils sont entretenus par crédit, à crédit. Et cela, implique la qualité des repas qui sont servis aux détenus. L'absence de soins. Des situations qui sont difficiles à exposer ici. Le président de la République a dit, mais il faut changer de modèle. Il faut changer de paradigme. Premièrement, parce que la surpopulation carcérale est liée aux détenus qui attendent d'être jugés, les détenus à titre provisoire. Quand on prend les 6700 détenus sur toute l'étendue du territoire national, environ 7000 détenus, nous avons près de 4000 qui le sont parce qu'ils attendent leur jugement. Le président de la République a dit, mais alors il faut distinguer les lieux de détention à raison de jugement, la détention provisoire, et les lieux de détention à raison de l'exécution d'une décision de justice, les lieux de correction. La première réforme a consisté en cela. Au Conseil des ministres, il a été décidé par décret que désormais, atteler à chaque tribunal de première instance, de première classe ou de deuxième classe, une maison d'arrêt. Lorsque la personne attend d'être jugée, elle va attendre dans cette maison d'arrêt proche de son juge. Et deuxièmement, il y désormais des maisons de correction, c'est-à-dire des prisons, là où, quand on est condamné, on purge sa peine. Nous en aurons, grosso modo, à Cotonou, à Parakou et à Abomey. Et donc, il y aura une sorte de concentration des personnes condamnées par les tribunaux de première instance de deuxième classe vers ces prisons. Alors, ça, c'est le premier axe, ce qui permet vraiment d'aérer les prisons et ce qui permet aux juges d'avoir proche d'eux les personnes qui attendent d'être jugées et de traiter ces détentions provisoires avec plus de célérité et de désengorger donc les maisons d'arrêt. Mais deuxièmement, le président de la République a considéré que ce n'est pas pragmatique, ce n'est pas pertinent, ce n'est pas efficace de gérer l'administration pénitentiaire en régie. Un ministre n'est pas compétent pour faire ça. Un cabinet ministériel n'est pas compétent pour gérer, depuis le ministère, l'administration pénitentiaire. Donc la nécessité de mettre en place une nécessité donc de déconcentrer les services que l'État a l'obligation de rendre aux détenus en mettant en place une agence pénitentiaire. Et donc, effectivement, une agence pénitentiaire est créée avec un conseil d'administration, avec un directeur général qui est déjà nommé et qui est délégataire à la fois des infrastructures, des ressources en moyens humains et en moyens matériels de l'État pour mieux gérer l'administration pénitentiaire. Et troisièmement, le changement de paradigme voudrait que l'on associe désormais les partenaires privés à la gestion de l'administration pénitentiaire. De sorte que l'État n'ait pas à se soucier de ce que tel détenu a manqué de soins, tel détenu, les détenus n'ont pas pu être transportés parce que l'État ne peut pas gérer lui-même directement le transport des détenus, les soins des détenus, l'alimentation des détenus. Quelle garantie de sécurité aujourd'hui les privés qui pourraient éventuellement jouer ce rôle? Cela se fait ailleurs. Et il faut toujours prendre le soin de s'inspirer de ce qui se passe de mieux lorsque chez soi cela ne se passe pas bien. Et donc, en posant des règles, les règles par lesquelles l'État s'assure de la qualité des prestations, les règles par lesquelles l'État s'assure de la protection des détenus, les règles par lesquelles l'État pourrait intervenir lorsque ces prestations sont inefficacement assurées, et les règles par lesquelles l'État intervient pour sanctionner. Mais il est important de changer de paradigme et avec l'administration pénitentiaire, nouveau modèle, nous entendons donc faire asseoir une meilleure gestion. Alors, Monsieur le ministre, avec la création de l'agence pénitentiaire, est-ce qu'il n'y a pas un risque de doublon avec la direction pénitentiaire, de l'administration pénitentiaire qui existe déjà? Actuellement, il y a effectivement donc une
direction de l'administration pénitentiaire et des droits de l'homme. Ouais. En réalité, c'est la fusion entre l'ancienne direction de l'administration pénitentiaire et l'ancienne direction des droits de l'homme. Ouais. Mais avec la création de l'agence, cela s'entend bien, parce que le décret qui a créé l'agence abroge les dispositions antérieures contraires, dont celle de l'AOF, oui. Du ministère de la Justice et de la Législation sur cette question. Okay. Et donc, nous avons effectivement désormais une direction en charge des droits de l'homme. Je crois que c'est le souci de plusieurs personnes, plusieurs acteurs, y compris les organisations non gouvernementales, qu'il y ait au ministère de la Justice une direction dédiée spécifiquement aux droits de l'homme. Donc, avec l'agence pénitentiaire, ce souci est pris en compte, cette préoccupation est prise en compte, il faut considérer qu'il y a désormais une direction des droits de l'homme en présence donc de l'agence pénitentiaire. Alors, Monsieur le ministre, avec le projet de loi sur la réorganisation de, disons, de l'administration judiciaire, avec comme possibilité la suppression, on le dit, de la cour d'assises, qu'est-ce qu'il en est concrètement, Monsieur le ministre? Il faut bien préciser l'enjeu de la réforme. Et si vous me donnez l'occasion, je vais insister. Et oui, là, nous rentrons dans le champ ministère de la Législation. Absolument. Le ministère de la Justice, c'est bien entendu le ministère de la Justice. Conseiller du gouvernement sur les questions judiciaires, administrateur, donc délégation de l'administration de la justice, c'est ce volet que nous venons d'évoquer. Mais il y a le volet de la législation, qui est un volet important. Vous savez bien que le président de la République, au titre de notre Constitution, a l'initiative de la loi, concurremment avec les députés. Et deuxièmement, il doit assurer l'exécution de la loi. Et le ministère en charge de la justice et de la législation est le conseiller du président de la République sur ce terrain-là et reçoit ses instructions et exécute. Nous allons revenir sans doute sur les autres éléments du secteur de la législation. Oui, mais la question que vous posez est importante. Dans ce secteur, la question est de savoir, nous avons parlé de la surpopulation carcérale. Nous n'avons pas encore parlé de la manière, la meilleure, de traiter les personnes poursuivies pour crime. On parlera tout à l'heure de la politique pénale. Voilà. Il est observé que pour les infractions criminelles, la situation actuelle, c'est que nous avons un double degré d'instruction. Pour que nos téléspectateurs, nos compatriotes puissent bien comprendre, lorsque les enquêteurs et le juge décident de poursuivre un citoyen pour crime, il y a une enquête et il y a une instruction devant le tribunal de première instance, devant un juge d'instruction, et il y a une autre instruction devant la chambre d'accusation de la cour d'appel. Et lorsque on considère que vous êtes vraiment, enfin, il y a des éléments importants qui pèsent, graves et concordants qui pèsent sur vous, vous irez devant la cour d'assises. Et donc, c'est un processus long. Et deuxièmement, quand vous êtes jugé devant la cour d'assises, qui a commencé par venir plus ou moins fréquemment, mais concentré au niveau des cours d'appel, et nous n'avons que 3, eh bien, vous n'avez pas le droit d'interjeter appel de votre décision. Vous n'avez pas ce pouvoir-là, puisque vous êtes déjà jugé par la cour d'appel. Donc, la première fois, vous êtes jugé par la cour d'appel. Et vous ne pouvez pas donc interjeter appel. Vous ne pouvez que demander à la Cour suprême de voir si la règle de droit est bien respectée et de casser éventuellement. Ce n'est pas efficace. De ce point de vue, nous sommes en contradiction avec nos propres règles qui élèvent le principe du double degré de jugement, du double degré de juridiction, en principe quasiment à valeur constitutionnelle. Et aussi, nous sommes en contradiction avec le droit international. Le président de la République a demandé que nous puissions corriger cela et que nous puissions faire en sorte que désormais les crimes soient jugés dans la proximité de leur commission. Vous observez bien que si un crime est commis aujourd'hui, il faut attendre peut-être 5 ans, 10 ans pour que cela soit jugé. La population a oublié. Voyez-vous? Or, il faut que le crime soit jugé dans la proximité de l'action et l'exemplarité puisse être perçue par la communauté dans un temps plus ou moins proche. Le président de la République considérait qu'il faut faire en sorte que les chambres criminelles soient ouvertes devant les tribunaux de première instance.
De sorte même, par ailleurs, que la personne poursuivie puisse être jugée par son juge naturel. Si le crime est commis à Ouidah, que ce soit le tribunal de Ouidah qui le juge d'abord et que cette personne puisse avoir le droit d'appeler et la Cour d'appel de Cotonou va connaître en second degré. C'est l'objectif essentiel. C'est faire en sorte que les droits de l'homme puissent être préservés, mieux protégés. C'est faire en sorte que ces infractions puissent être jugées avec un peu plus de célérité. C'est faire en sorte de désengorger de ce point de vue nos maisons d'arrêt, c'est faire en sorte qu'une personne, même s'il a chuté avec autant de gravité, ne puisse attendre trop longtemps avant d'être jugé. Et finalement, c'est faire en sorte que la population sache que la justice est en mouvement. C'est parce que la population ne sait pas que la justice est en mouvement que certains actes sont accomplis en termes de vindicte populaire. Oui. Et quand il est arrivé au pouvoir, il ne vous a pas échappé qu'il y a une vague de vindicte populaire. Oui. C'est parce qu'il souhaite apporter une solution pertinente, prévenir ces vindictes populaires, qui nous a instruit à l'effet d'engager ces réformes. Et ces réformes, le Bénin souhaite y aller, mais certains pays nous ont déjà précédés. On enchaîne, si vous le voulez, Monsieur le ministre, avec la politique pénale du Bénin. Alors, quels en sont les ressorts aujourd'hui? Vous savez, le président de la République détermine la politique de la nation. La politique de la nation. Quel que soit le secteur. Et sur le volet surtout pénal, le président de la République nous a fixé les axes majeurs de cette politique pénale. Quels en sont les axes? Le président de la République dit, premièrement, évidemment, il y a des personnes, sans doute les plus nombreuses, à raison de la situation économique regrettable dans laquelle le pays se trouvait. Et il faut considérer que ce n'est pas totalement encore résolu. Il y a des personnes qui chutent pour des raisons de survie. Un larcin, quelques larcins, toucher aux biens d'autrui, etc. Ou deniers publics. Exactement. C'est ce que l'on appelle souvent les infractions commises dont les auteurs sont appelés les délinquants à col bleu. Col bleu, la couleur, travaux manuels. Le président de la République a considéré que ces personnes-là, il faut les traiter avec la compréhension de la situation économique. Ce ne sont pas des délinquants avérés. Et il ne faut pas engorger nos maisons d'arrêt avec ces personnes. Il faut que les procureurs puissent avoir cette compréhension nécessaire et que les juges appliquent la peine utile, nécessaire, sans excès. Mais par contre, il y a une délinquance qui met à mal l'économie, qui met à mal la vie des personnes, qui met à mal la sécurité de la nation. Cette délinquance, par exemple, les détournements du bien public, la corruption, de prévarication et tout. Prévarication, la grande escroquerie, qui nuisent au crédit de l'État, qui empêchent l'État d'avoir les ressources nécessaires pour assurer les services pour le plus grand nombre, l'eau, l'énergie, les ponts, les chaussées, les routes, l'école, la santé. Eh bien, le président de la République a considéré que parce que la capacité pour le Bénin d'avoir les ressources importantes dépend de la manière dont nous gérons nos propres ressources et surtout de la manière dont nous assurons la répression de tels actes, eh bien, il faut appliquer la sévérité nécessaire. Notre politique pénale vise, dans le bien commun, pour le bien collectif, à faire en sorte que des personnes comme vous et moi, qui avons l'intelligence, la lumière nécessaire, mais qui avons le minimum, mais qui nous impliquons dans une délinquance qui n'est plus une délinquance de survie, mais une délinquance de confort. J'ai un véhicule, je veux en avoir 3. J'ai une maison, mais je veux en avoir 4, etc. Et donc, je vais détourner les ressources de l'État. Je serai le plus important, la personne la plus importante dans ma communauté. Et je donne la mort. Je détruis les biens, etc. Notre politique pénale va dans le sens de la répression. Et je suis étonné
que une partie de l'opinion soit étonnée de cela. Depuis le 24 novembre 2016, une circulaire a été prise et j'ai instruit tous les procureurs généraux, tous les procureurs de la République. Dans cette perspective-là, Monsieur Noutéou, si on ne fait pas cela, on ne protégera pas la nation de la tentation qui me gagne, moi, ministre, de soustraire les biens de l'État. Je suis dans une position où cette tentation est toujours présente. Elle est forte. Si on ne fait pas ça, si la règle de droit n'est pas appliquée dans la sévérité pour des personnes de niveau élevé, de fortune déjà avérée, de notoriété, mais qui ne se contentent plus de ce que Dieu, le travail et l'accompagnement collectif leur permettent d'avoir, mais qui en veulent plus aux dépens de l'État, aux dépens du bien commun. Eh bien, si on ne fait pas ça, ce qui va se passer avec ceux qui dirigent le pays et ceux qui vont diriger le pays sera plus grave que ce qui s'est passé avant. Et donc, à la fois à titre de répression, mais à titre de prévention. De sorte à considérer que nul n'échappera, parce que la jurisprudence aura été posée, parce que les juges auraient déjà cette habitude, parce que nous aussi, nous aurons déjà cette culture de la punition nécessaire, de la nécessité de la punition, de la nécessité de l'exposition de notre responsabilité. Parce que la reddition de comptes, elle n'est pas seulement politique, elle n'est pas seulement administrative, elle est surtout judiciaire. Elle est pour des personnes qui sont en responsabilité, elle est aussi pénale. Et donc notre politique pénale va dans ce sens. J'ajoute les crimes de sang. Il n'y a pas de faveur à accorder aux crimes de sang. La politique pénale vise donc à protéger l'être humain dans son intégrité, à faire en sorte que les questions de torture, les questions d'infractions commises sur les personnes vulnérables, les femmes, les personnes âgées, les enfants, ne souffrent d'aucune faveur. Ne souffrent soient traités sans aucune faveur, ce que je veux dire. Okay. Et donc c'est dans le sens dans lequel les parquets vont lorsque ces questions leur sont posées, lorsqu'ils sont saisis de ces procédures. C'est quand même un signal que vous donnez là à tous ceux qui semblent promouvoir l'impunité. C'est le signal de la modernité. C'est le signal de ce que l'État revient. Parce que, avec tout ce qui se passe, tout ce qui est révélé, qui, encore une fois, ne constitue pas une génération spontanée, c'est ce qui se fait tout le temps. Parce que l'État est absent. Parce que l'État est affaissé. Parce que, dans la réalité, nous étions déjà dans une jungle où les plus forts ne sont jamais inquiétés, où les plus faibles sont piétinés. Nous étions dans un système d'engagement de la responsabilité à géométrie variable. Mais ceux qui ne sont pas inquiétés, c'est ceux qui ruinent l'État. C'est ceux qui font que, évidemment, vous n'avez pas encore des matériels dignes de ce nom. Parce que l'État n'a pas les ressources. Non pas que l'État est dans l'incapacité d'avoir ces ressources, parce que ces ressources sont mal utilisées. C'est ce qui fait que nous n'avons pas encore, toutes nos populations n'ont pas encore tout accès à l'eau potable. Non pas parce que les ressources manquent, parce que les ressources sont mal utilisées. Parce que c'est ce qui fait que les chaussées sur lesquelles nous circulons sont mal faites. Non pas parce que nous n'avons pas la compétence, non pas parce que nous n'avons pas les ressources de qualité, parce que les ressources sont mal utilisées. Et la conséquence, nous remplissons les églises, les lieux de culte pour pleurer nos compatriotes qui sont décédés par accident. Ils sont décédés par accident parce que nous avons refusé d'assumer la responsabilité qui consiste à offrir à nos compatriotes des routes de génération nouvelle, moderne, de qualité, qui puissent nous protéger tous. Alors maintenant, oui, on le fait, et je conviens bien, et le président de la République est conscient de cela, ça ne peut pas être à l'avantage de tous.
Et quel est le succès lorsque l'on traverse un fleuve partant de vent faible? Il n'y a pas de succès. Mais lorsque le vent est fort et que l'on réussit à atteindre ces résultats, le succès est est mieux ressenti. Oui, mais les gens incriminent aussi la méthode. La méthode, je ne vois pas exactement ce qu'il y a dans la méthode qui pourrait être incriminé. Premièrement, ce sont les règles de procédure pénale adoptées par l'Assemblée nationale. N'est-ce pas que les acteurs judiciaires appliquent. Ensuite, évidemment, si la méthode consiste maintenant à faire en sorte que les juges se prononcent, je ne vois pas ce qu'il y a de regrettable là-dessus, sur ce terrain-là. Peut-être parce qu'on ne le faisait pas. Mais ceux qui parlent de procédure sélective, qu'avez-vous à dire à leur endroit? Qu'est-ce qui n'est pas sélectif dans la vie? Premièrement, le procureur de la République a l'opportunité de poursuite, c'est-à-dire la sélection. Lorsque, au lieu de vous soulager dans des espaces conviés à cela, vous le faites dans l'espace public, vous violez la réglementation. Mais toutes les personnes qui violent ces réglementations ne se retrouvent pas devant la justice. Le procureur de la République a déjà sélectionné là l'opportunité des poursuites. C'est dans la nature d'une procédure qu'il y ait des sélections. Mais deuxièmement, bien sûr, que si on voit les personnes qui sont poursuivies réellement, il sera difficile de dire que le président de la République reste quelque part, il n'en a même pas les prérogatives, pour choisir, indiquer telle ou telle personne. Vous ne pouvez pas ne pas observer que même des personnes qui sont de sa proximité politique sont également poursuivies. Je pense qu'il faut retenir l'essentiel. C'est un combat qui a été engagé de restauration de l'État, de lutte contre l'impunité. C'est plus large, l'impunité. L'impunité, c'est le fait de se soustraire à la fois aux procédures et aux décisions. On veut se soustraire aux procédures et aux décisions. On a accompli un acte, on considère que l'acte est mauvais. Soi-même, on dit qu'on est coupable. On le confesse, mais on dit non, il ne faut pas que les juges viennent. Il ne faut pas que les officiers de police judiciaire fassent leur enquête. Il ne faut surtout pas que des décisions de justice soient prononcées. Ce n'est pas possible. Si nous le faisons, nous allons continuer la destruction systématique de l'État. C'est l'État qui nous protège. Et tant que l'État ne serait pas renforcé, le renforcement de l'État, le programme d'action du gouvernement parle de renforcement de l'État de droit. Le renforcement de l'État de droit passe par la mise en œuvre des règles de procédure, passe par la mise en œuvre des décisions de justice, passe par l'engagement de la responsabilité de chacun de nous. Alors, monsieur le ministre, qu'est-ce qui nous permet de croire aujourd'hui que nous sommes en train d'en finir avec l'impunité? On ne peut pas en finir. Ce serait prétentieux de le dire. Il faut fournir l'effort chaque fois. Ce qu'il faut rechercher, c'est la culture de la punition. C'est ce que ces procédures nous permettent de gagner. Nul ne peut échapper à ça, désormais. Cette culture-là, il faut que nous l'ayons. Si nous n'avons pas cette culture, si Joseph Diogbe, nous présent devant vous, ne peut pas se dire aujourd'hui, demain quand il va quitter le gouvernement, même en étant au gouvernement, les magistrats dont il a contribué à proposer la nomination ont la capacité de l'interroger, ont le pouvoir de l'interroger. Eh bien, s'il n'a pas cette crainte-là, eh bien, l'État n'est rien du tout. L'État sera un outil à notre service personnel, individuel, ce qu'il a été pendant longtemps, non plus un instrument pour la protection de l'ensemble des citoyens. Vous voyez, lorsque le Bénin, dont les ressources sont essentiellement fiscales, recueille, collecte auprès de chacun de vous, et donc des plus de 70% de la population moyenne, pauvre, très pauvre, recueille 100 francs, il y a à peine 40 francs qui sont destinés au programme, aux services communs, école, santé, etc. 45 francs, c'est pour le traitement des personnes de l'élite. Ouais. Il faut réorienter. Et dans ces 40 francs qui sont destinés au plus grand nombre, nous en détournons. Nous le faisons pour nous-mêmes.
Et nous avons des populations qui n'ont pas accès aux soins de santé, qui ne peuvent même pas se lever. Rencontrer un jour dans leur vie un infirmier, un médecin, qui n'ont pas accès, je veux dire, aux produits pharmaceutiques, qui n'ont pas accès aux voies convenables, qui ne peuvent pas mettre leur enfant à l'école. Mais moi, j'ai la possibilité ici de dire à un directeur, à un DAF, eh bien, prenez, sortez de l'argent, je veux faire ceci, je veux faire cela. Et vous me dites, ah, ce serait sélectif, hein, si demain, on poursuit Diogbenou Joseph, parce qu'il a un parti politique, parce qu'il est un agrégé, parce qu'il est un intellectuel, parce qu'il est quelqu'un dans ce pays, pourquoi le poursuivre lui? Moi, j'ai la possibilité de détourner 5 milliards, 6 milliards, 10 milliards, j'ai la possibilité de le faire. Et demain, si je le fais, vous allez marcher pour moi. Parce que vous allez dire, oui, c'est un intellectuel, c'est un politique. Pourquoi le gouvernement le poursuit? Il y a un règlement de compte. Ah, c'est sélectif. Juste, vous ne recherchez même pas à savoir si ce que l'officier de police judiciaire dit est vrai, si ce que l'enquêteur dit est vrai, si ce que le procureur dit est vrai, si ce que... Et moi, je serai, vous allez me protéger demain, pour que je n'ai même pas accès au juge, pour que je ne puisse pas rendre compte. Ça. Quand on fait cela, le peu que nous avons pour le collectif, nous le mettons dans notre poche pour nos intérêts personnels. Le président de la République dit, ça ne peut pas se poursuivre comme ça. Et s'il faut avoir tout le monde contre soi-même pour accomplir cette œuvre salvatrice, il faut le faire. Parce qu'on ne le fait pas pour soi-même. Parce que vous, Prévert Théo, vous voyez bien que ces personnes qui sont poursuivies, dont nous parlons, ce sont des personnes de notre proximité, sociale, intellectuelle. Nous pouvons nous asseoir à table avec cette personne-là. Ce sont les pauvres paysans que nous ne rencontrons peut-être pas dans notre vie. Nous avons beaucoup plus la tentation légitime de dire, les personnes qui sont proches de nous, pourquoi ne pas leur accorder cette faveur-là? Parce que nous les rencontrons tous les jours, dans des forats, dans des lieux, rencontres politiques, rencontres intellectuelles, sociales, d'affaires, tout ça. Ils sont les maîtres de nos enfants, ils sont les professeurs, ils sont ceci, ils sont cela. Mais c'est un acte de courage que de dire ça, que de dire oui, en dépit de ce que vous êtes dans ma proximité. Si vous chutez, vous allez subir la rigueur de la loi. Et si je chute, vous allez me faire subir la rigueur de la loi. C'est tout à fait clair dans l'esprit de ceux qui dirigent le pays aujourd'hui. C'est parce que nous voulons que ce qui se passe reste dans la durée. Les sanctions qui sont prononcées ne sont pas pertinentes en elles-mêmes. Elles sont pertinentes en ce qu'elles nous permettent de construire une culture de responsabilité. Une culture de la punition. Je ne parle pas de l'impunité. C'est parce que nous n'avons pas la culture de la punition que nous nous extrayons des juridictions et des sanctions. Le président de la République dit non. Il faudrait que nous puissions, nous qui sommes ministres, nous puissions savoir que lorsque nous faisons mal, nous serons jugés. C'est cela. La facilité aurait pu nous conduire à dire, mais toutes ces personnes-là, peut-être ils sont des politiques aussi, elles sont des politiques. Quelle est la voie la plus rapide pour se faire applaudir par toutes ces personnes? Mais il faudra quand même du temps pour changer les mentalités, monsieur le ministre. Il faut commencer. Parce qu'on a le sentiment que le gouvernement est seul dans ce monde-là, parce qu'apparemment, premièrement, on ne va pas vous faire le procès de prêcher dans le désert, ben, c'est comme si... Ce n'est pas un désert. Même si c'est un désert d'espérance. Premièrement, il faut commencer. Tant qu'on ne commence pas, on n'aboutit pas. Deuxièmement, évidemment, on peut, à titre, je veux dire, suivant quelques compréhensions ou précédents historiques, considérer qu'il ne faut peut-être pas être nombreux pour faire le monde. Mais ce n'est pas vrai de dire que le gouvernement est seul. Ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas vrai de dire que le président de la République est seul. L'immense majorité de nos compatriotes sont avec nous. Peut-être elles ne se constituent pas en clan, en club de marche au soutien d'une personnalité dont on dit qu'on ne peut jamais la toucher. Et je veux profiter de cet échange pour regretter quelque chose de fondamental. Fondamental. C'est totalement inadmissible que nos cercles religieux, ceux qui nous éveillent à la morale, ceux qui nous disent vraiment,
Faites votre devoir. Le devoir est plus élevé que l'obligation. Ceux qui nous disent, comportez-vous bien. L'être humain, le dirigeant, le juge, doit s'élever à la divinité. Il doit faire les choses de la meilleure manière possible au profit de tout le monde. Que ce soit de ces siècles religieux, que parfois on dit, évidemment, pourquoi telle personne? Évidemment, pourquoi telle autre personne? Que l'on se mette dans une dimension de critique incompréhensible de l'action qu'ils nous auraient commandée, dont ils nous auraient instruits au plan de la foi, qu'avec courage le président de la République mène. Que l'on fasse pression sur des acteurs qui exposent leur vie, qui exposent leur confort, qui exposent leur tranquillité, pour faire en sorte que nous, nos enfants, nos arrière-petits-enfants, puissent vivre convenablement des ressources que nous aurons appris à mieux gérer. Avez-vous eu des cas de pression? Alors, je n'en dis pas plus. Je voudrais appeler chacun à jouer son rôle. Appeler chacun à jouer son rôle. Dans la vie, il y a deux chemins. Il y a le chemin de la facilité, il y a le chemin de la rigueur. Quand certaines personnes prennent le chemin de la rigueur, il faut les encourager. Parce qu'elles aussi, elles sont des êtres humains qui peuvent être tentés par cette facilité. Évidemment, Monsieur le ministre, vous avez dit que la grande majorité est favorable aux réformes et tout le reste, mais la grande majorité veut savoir aussi comment vivent les ministres, comment ils sont rémunérés, parce que ça participe aussi de la transparence et de la lutte contre la corruption. Savoir un peu, avoir une idée de la fiche de paye d'un ministre. Parce que ça a circulé sur les réseaux sociaux, on n'a pas eu tellement de réactions officielles sur tout ce qui se dit par rapport au salaire des ministres. J'ai dit des choses très fortes tout à l'heure. J'ai dit des choses très fortes tout à l'heure. Qui ne sera pas dit demain que lorsque un membre de ce gouvernement chute, ne sera pas traduit devant les juridictions. Que les acteurs de ce régime, que nous devrions avoir cette culture de la punition. La décision devrait en être tirée. Si vous considérez, et si on établit que contrairement à la loi, que contrairement à ce qui est posé, des ministres se font payer, les procédures sont là. Je ne vais pas offrir l'occasion d'un voyeurisme généralisé. Et deuxièmement, ce n'est pas non plus de me ranger à titre personnel derrière celles et ceux qui disent que, évidemment, il faut être à jeun, il faut avoir faim, il faut être pauvre pour mieux gérer le pays. Il faut sortir de cette fiction. Il faut sortir de cet irréalisme. Les réformes courageuses que le président de la République a engagées ne peuvent être efficacement engagées avec des hommes et des femmes qui ont décidé de renoncer. Engager ces réformes, c'est accomplir un acte de renoncement. Ces réformes ne peuvent pas être conduites et ne peuvent pas aboutir si, évidemment, ces hommes et ces femmes ne sont pas assurés du minimum qui leur évite de procéder comme on a l'habitude de procéder. Troisièmement, je vais vous dire une chose. Lorsque moi je suis arrivé au ministère de la Justice et de la Législation, bien entendu, dans le système que vous semblez apprécier, où je suppose les ministres, le président de la République, tout le monde, personne n'est payé de quoi que ce soit. Dans ce système dont je vois certaines personnes, de manière regrettable, des organisations de la société civile, de manière regrettable, qui applaudissent ça. Ce système-là, quand moi je suis venu, vous avez des tickets valeur de près de 3 millions. On dit, ministre, vous, ticket valeur, près de 3 millions. Quand je suis venu, on dit, ministre en charge des relations avec les institutions, ah, monsieur le ministre, il y a quand même 500 millions quelque part. Vous pouvez. Ces 500 millions faisaient quoi? 500 millions alimentaient
la société. Et quelle a été votre réaction? Mais c'est interdit. Aujourd'hui, vous n'aurez plus les directrices de cabinet, les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux des ministères, les autorités principales de l'État, avec cette circulation de tickets valeurs, avec ces poches d'évasion de ressources dont nous avons besoin, dont le président de la République a besoin pour conduire efficacement les actions inscrites au programme d'action du gouvernement. Deuxièmement, vous ne soulignez pas assez. Pourquoi un ministre va dire, bon, voilà, je vais avec le président de la République, alors que on nous a transmis le témoin avec 17 milliards de voyages officiels, et que nous, ministres, nous sommes si tentés par le remplissage de nos poches, eh bien nous réduisons, le président de la République réduit ça à 2,5 milliards. Et vous donnez écho à celles et ceux qui disent donc ils ont leurs poches remplies. N'est-ce pas la meilleure manière de remplir ces poches? Vous pensez qu'il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de collaborateur, de chef de l'État qui ne puisse pas avoir, par ses amis, des sociétés écrans pour assurer, je ne sais pas, les billets d'avion, pour collecter, pour conduire? Vous ne pensez pas que si c'est cet esprit, il n'y a pas meilleur à faire? Et donc je pense qu'on fait un mauvais procès aux membres du gouvernement. On fait un mauvais procès et évidemment, chacun a la possibilité d'apprécier. Je ne vais pas non plus occulter le fait que tout ce qui est dépenses de l'État de manière générale, et pour une bonne part de manière spécifique, passe par la loi des finances. Et il y a des députés qui sont à l'Assemblée nationale. Et il y en a qui sont dans la minorité parlementaire. Vous allez donc faire vérifier par ces députés si dans la loi des finances, il est découvert des éléments donnant ou tendant à cette appréciation de la gestion de l'État ou du traitement des ministres. Dans tous les cas, vous n'aurez pas un gouvernement qui aurait réussi et réalisé une économie aussi forte dans le fonctionnement de l'État. Partout, il y a des économies. Quand nous sommes arrivés, moi je suis un politique. Nous avons été accompagnés par des partis politiques. Quand le gouvernement a été mis en place, les postes de direction étaient autour de 400, plus de 400. Ces postes, ils ont été réduits à moins de 200. Quel est le comportement normal de quelqu'un qui veut satisfaire ses besoins personnels? Ce n'est pas de dire qu'il va réduire le nombre de postes de direction, puisque nous avons aussi des personnes qui nous ont accompagnés. Et d'ailleurs... Vous n'allez pas dire que toutes ces personnes-là sont contentes de vous? C'est exactement cela. On en convient. C'est tout à fait normal. À notre corps défendant. Et c'est parce que le président de la République dit ces économies sont nécessaires parce que la valeur recherchée, c'est l'État, c'est l'intérêt commun. C'est l'intérêt général. Si c'était l'intérêt des partis politiques, des ministres, on aurait multiplié les postes de direction par 3, par 4, pour satisfaire tout le monde. On ne peut pas être en train de faire cela. Le président de la République ne peut pas, à chaque conseil des ministres, où il y a une communication visant, par exemple, à organiser une manifestation, à provoquer des dépenses de l'État, à veiller, poche par poche, à vérifier, contrôler l'utilité des dépenses prévues. Il ne peut pas être en train de faire tout cela et que l'on dit avec autant de facilité que des ministres sont des personnes qui se font octroyer des salaires excessifs. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et n'attendez pas de moi de faire un calcul d'apothicaire sur le salaire des ministres. Alors, on parle aussi des conflits d'intérêts et tout ça. Vos détracteurs, vos adversaires, ils utilisent ça comme moyen de communication contre vous. Qu'en dites-vous, monsieur le ministre? Je pense que vous avez bien dit, les détracteurs, les adversaires, cela veut tout dire. Vous n'avez pas dit des observateurs,
vous n'avez pas dit des contrôleurs, vous n'avez pas dit des vérificateurs, vous n'avez pas dit, par exemple, qu'il y a une institution internationale, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Vous n'avez pas dit qu'il y a que sous ce régime, on a confié, suivant des conventions, des accords, des ressources importantes à l'effet de l'utiliser dans l'eau, dans l'électricité, etc. Et que les partenaires, enfin les sociétés qui ont, etc., sont des sociétés appartenant à tel. Vous n'avez pas dit ça. Et ça suffit pour être la réponse. Mais je pense qu'il y a cet adversaire, ce détracteur, a la conscience nécessaire pour faire la comparaison avec d'où nous venons et ce qui se passe actuellement. Et donc, il n'y a pas de possibilité, en tout cas des raisons avérées, de dire qu'il y a des conflits. Le seul intérêt, c'est l'intérêt de la nation. C'est l'intérêt général. Et donc, si c'est de ce point de vue, oui, il y a un conflit d'intérêts. Parce que l'intérêt du président de la République, l'intérêt qu'il recherche, c'est l'intérêt national. Et pour atteindre l'intérêt national, il faut avec pertinence, avec courage, avec objectivité, faire en sorte que les structures, les sociétés, les prestataires ayant la compétence avérée, les qualités requises, les ressources humaines puissent être désignés pour réaliser les projets inscrits au programme d'action du gouvernement. Si c'est de cela que vous parlez, oui, c'est en toute responsabilité. Parce que le souci, c'est la qualité. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons des routes qui disparaissent au bout de 5 ans, sur lesquelles nous faisons, nous souffrons de nos parents qui sont dans la douleur, etc. Et donc, de ce point de vue, il faut que cela n'arrive plus. Mais pour que cela n'arrive pas, les programmes qui sont en cours d'exécution au plan des infrastructures, de ce point de vue, sont réalisés par des personnes ayant la capacité, la qualité, avec un mécanisme de contrôle efficace. Sur chaque projet, il y a un système de contrôle, et ça, c'est pour la protection de chacun de nous, la durabilité des infrastructures à construire. Alors, Monsieur le ministre, la lutte contre la corruption, ce sujet, tel un serpent de mer, revient à chaque fois, à chaque quinquennat et tout le reste. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé en termes de l'approche de la lutte contre la corruption avec le régime dont vous faites partie? La lutte contre la corruption n'est pas une proclamation. On ne proclame pas. Ce n'est pas un objet de décoration. On ne prend pas une vue avec un juge et puis un inspecteur de police et dit « voilà, je suis en train de mener la lutte contre la corruption ». La lutte contre la corruption n'est pas non plus l'inflation des institutions. C'est ce qui a déjà changé. Des institutions. Hein? Programme de ceci, programme de cela, cellule de ceci, cellule de cela. Ce n'est pas que d'avoir des experts dans la lutte contre la corruption. Et d'ailleurs, l'expression « lutte contre la corruption », quelle est la pertinence? Lutte contre la corruption. Bien entendu, il y a une recherche avérée d'une gouvernance de qualité. Absolument. C'est ça. D'où la nécessité de mener un combat. C'est le changement de paradigme. Je suis en train de vous expliquer qu'il y a là maintenant un changement de paradigme. On est sorti de ce positionnement politique ou politicien à relent populiste, dit lutte contre la corruption. On en est arrivé à la recherche d'une gouvernance de qualité. Et cette gouvernance de qualité passe par la responsabilisation, par la reddition des comptes, et surtout la reddition administrative, les procédures disciplinaires, la reddition juridictionnelle, je veux dire judiciaire des comptes. Par le fait chaque fois qu'il y a une suspicion assez forte d'un administrateur de l'une de nos sociétés dans quelconque des cabinets ministériels, eh bien que la personne soit relevée de ses fonctions. Par le fait que lorsqu'il y a un agent de la police républicaine, attributaire de pouvoir, à l'effet de nous contrôler, attributaire, dépositaire de moyens, j'ai mal, soit relevé systématiquement de ses fonctions. C'est ça. La lutte contre la corruption, ce sont des actions. Ce n'est pas une déclaration. Des paroles. Ce n'est pas une déclamation. C'est une stratégie efficace.
Et c'est ce que le président de la République a engagé. Et évidemment, avec ce que vous entendez, avec les poches de résistance, mais terribles. Ce que nous ne percevons pas, même si on se mettait dans l'hypothèse d'une lutte contre la corruption, expression que, enfin, qui a la qualité que j'imagine, le débat n'est pas sincère dans l'opinion. Vous voulez vous dire que les Béninois ne sont pas prêts? Non, je parle des organisations, certaines organisations de la société civile. Le débat n'est pas sincère. Vous leur reprochez quoi, la sincérité du débat. Je donne un exemple. Il y a une organisation de la société civile, pour ma part très crédible, qui a fait un rapport dont j'ai été dépositaire et qui fait en fait, la synthèse des événements qui se sont produits au plan national. Et donc, avec des entrées politiques, sociales, etc. Et donc, parmi les événements politiques, cette organisation réputée inscrit la poursuite des personnes au niveau de la SONEB, au niveau de la CNSS. Qu'est-ce qu'on veut? Donc cela est un événement politique. Le fait pour les juridictions d'engager la poursuite, de juger les personnes pour les infractions supposées, présumées, mais qui sont de droit commun, devient un événement politique. C'est là l'insincérité. Qui dit, parce que ce qui est recherché derrière, c'est que, évidemment, ces poursuites-là, ce sont des poursuites initiées. Ce sont des poursuites encouragées. Deuxième élément de l'insincérité, on veut tout, on veut le contraire de tout. Une partie de l'opinion dit, et oui, il faut s'engager dans la lutte contre la corruption. Sauf, il ne faut pas toucher certaines personnes. Sauf, il ne faut pas toucher certaines personnes. Pourquoi on ne peut pas considérer qu'un officier de police judiciaire puisse entendre une personne? L'enquête, c'est un espace d'information. C'est un espace d'information. Donc on se mobilise pour empêcher que cette information ait lieu. Mais on veut en même temps qu'il y ait une lutte contre la corruption. C'est là la lutte est sélective. C'est au niveau des associations, de certaines associations. C'est au niveau de certains cercles politiques. C'est au niveau de certains cercles religieux que l'on souhaite que le gouvernement puisse asseoir une lutte sélective. Le gouvernement considère que ce n'est pas possible. D'accord. D'encourager une lutte sélective. De faire en sorte que, évidemment, que lorsque il y a soupçon de ceci, il y a suspicion de cela, que chacun aille s'exprimer. Je souhaite que mes compatriotes considèrent que on va à l'hôpital comme on va à la justice. On ne va pas se lever, dire « moi jamais je ne vais pas à l'hôpital ». C'est dans notre essence que l'être humain, évidemment, les cellules dégénèrent, que nous avons des pathologies, que nous devons nous faire soigner. Ce n'est pas on va dire, ce n'est pas quelque chose de difficile, de regrettable, d'affligeant, d'infamant que d'aller à l'hôpital. Il en est ainsi de la justice. Parce que, évidemment, la justice, c'est le médecin du corps, c'est le médecin de la société. Des dérives, le juge, c'est le médecin des dérives de la société. Autant je peux subir des dérives dans mon corps, autant je peux être exposé à des dérives sociales. Si nous partons de l'hypothèse que certaines personnes ne vont jamais devant le juge, c'est que nous considérons que ces personnes-là ne sont pas des êtres humains, ce sont des dieux, parce qu'elles sont extraites même des chutes. Alors, le gouvernement a saisi le Parlement au fin de lever de l'immunité de certains anciens ministres et députés et tout ça. Alors, quelle chance de voir aboutir ce projet? Alors, il y a une correction à faire. Le gouvernement a saisi. Heureusement que vous offrez de temps en temps ces occasions-là. Premièrement, lorsque les juges sont saisis avec une enquête,
le procureur de la République décide d'engager une procédure, lorsqu'il y a certaines personnes qui bénéficient de certains privilèges légaux, c'est le procureur de la République qui demande au procureur général, si c'est à l'Assemblée qu'il faut lever, procureur général, veuillez faire saisir l'Assemblée pour leur demander de lever. La demande est une demande des autorités judiciaires. Et non du gouvernement, et voilà qui est clair. L'Assemblée nationale étant un pouvoir, l'exécutif étant un pouvoir, la justice étant un pouvoir, pour éviter l'immixtion du judiciaire dans le législatif, la Constitution et les lois de ce pays ont simplement dit que l'organe qui sert de boîte postale pour que le juge saisisse l'Assemblée nationale, c'est le ministre de la Justice qui transmet la demande. Et donc le président de la République n'a pas saisi. Ce sont les autorités judiciaires qui ont saisi. Le ministre a transmis. Le ministre a transmis. Deuxièmement, évidemment, les autorités judiciaires attendent la réponse que fera l'Assemblée nationale. Moi, je suis satisfait. Et le président de la République, le gouvernement sont satisfaits que la justice fasse son travail. Et chacun doit faire son travail. Évidemment, l'Assemblée nationale va faire le sien. Et on attendra la décision que cette Assemblée prendra, dont nous allons nous assurer de la transmission aux autorités judiciaires. Alors, Monsieur le ministre, le gouvernement a décidé donc de la commutation des peines de mort et autres en perpétuité. Pourquoi cette option? Parce que c'est la conclusion d'un processus qui a été quand même très long et dommageable à l'image de notre pays. Et vous savez que le président de la République a le souci et veille constamment à faire en sorte que tout ce qui est dommageable à notre pays soit évité. 1998, c'est l'année des dernières condamnations à mort dans ce pays. Et l'État, dans son ensemble, a décidé d'opérer un moratoire à partir de ce moment au prononcé des décisions peine de mort. Moratoire, parce que nous sommes engagés au plan international, etc. Et deuxièmement, un moratoire à l'exécution de ces condamnations. Le Bénin a signé le protocole facultatif au pacte international des droits civils et politiques qui l'engage à abolir la peine de mort. Et la Cour constitutionnelle est intervenue à plusieurs reprises pour dire que la peine de mort, l'expression peine de mort ne doit plus se retrouver dans nos tests internes. Et à partir de ce moment, il était attendu de l'État de faire en sorte que ceux qui sont condamnés, c'était 14, dans le couloir de la mort, on ne peut plus les exécuter, mais on ne leur offre pas un régime qui ne soit pas celui de la peine de mort. C'est pour cela que, pour être en conformité avec nos engagements internationaux, être en conformité avec notre doctrine en cette matière-là, le président de la République a consulté, comme il est de ses prérogatives, le Conseil supérieur de la magistrature, et après l'avis favorable, a procédé à la commutation, à commuer les peines de mort en peines de travaux forcés à perpétuité. Alors, je veux rassurer nos compatriotes sur le fait que, premièrement, les conséquences de ce décret ont été tirées par notre administration pénitentiaire. Vous savez, tous les condamnés à mort étaient à la prison civile de Misrété. Et désormais, le quartier des morts a disparu dans notre pays. Je voudrais dire solennellement que nous n'avons plus de quartier des détenus à titre de peine de mort. Et deuxièmement, et bien entendu, ces personnes sont traitées comme toutes les autres personnes, suivant leur statut. En réalité, le statut de personne condamnée à une peine perpétuelle. Et donc, nous allons fournir les efforts pour faire en sorte que les infractions soient réprimées de la manière la plus forte, mais que les personnes condamnées soient aussi détenues de la manière la plus convenable humainement. Alors, Monsieur le ministre, nous sommes au terme de cette émission. Je vous donne la parole pour votre mot de la fin. On n'a pas vu le temps passer, comme on n'a pas vu les 2 années passer. Ces 2 années de passion au service du pays, de passion au service du gouvernement, de passion du président de la République, à faire en sorte que notre pays triomphe des difficultés que l'on considère à tort comme étant des difficultés culturelles
comme étant des difficultés sociologiques, comme si, parce que nous sommes bénins, parce que nous sommes béninois, que nous ne pouvons jamais sortir de ces travers. Le président de la République, pendant ces 2 années, nous a démontré à chacun de ses collaborateurs, à l'ensemble du pays, qu'il est possible de sortir de cela. Que les autres peuples n'ont pas été créés, on va dire, par Dieu, d'une manière différente que nous. Que nous avons les mêmes aptitudes, nous avons les mêmes vertus, nous avons sans doute les mêmes travers. Pendant ces 2 ans, il a témoigné, il a démontré aussi que, effectivement, avec une meilleure organisation, le peu de ressources que nous avons peut être mieux utilisé. Dans le secteur de la justice, il nous a donné d'engager ces réformes pertinentes, difficiles. On n'a pas parlé de toutes les réformes au plan législatif. Ouais. Par rapport, par exemple, au secteur des entreprises, les lois sur la facturage, la loi sur le crédit bail, le partenariat public-privé, la loi sur les conditions d'embauche, pour faire en sorte non pas de réduire les droits de ceux qui ont déjà trouvé le travail, qui sont peu nombreux, mais de faire en sorte que nombreux, ceux qui n'ont pas encore de travail, aient la possibilité de l'avoir. Pour faire en sorte que les entreprises puissent être davantage dynamiques. Parce que pour que les entreprises soient dynamiques, il faut encore que la règle de droit leur permette de l'être. Et donc, je veux dire que ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. Nous ne sommes qu'à 2 ans, avec tout cela, le meilleur reste à venir. Nous appelons la compréhension de chacun, l'objectivité. Évidemment, il y a des mesures qui sont difficiles. Mais qu'est-ce qui n'est pas difficile dans la vie lorsque l'on veut avancer? Et le Bénin doit avancer. Merci, Monsieur le ministre de la Justice et de la Législation. Merci d'être venu sur ce plateau. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à bientôt.